un petit no comment. Et puis on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. Aller dans l'espace pour ses loisirs, un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Aujourd'hui, la conquête du marché du tourisme spatial est dominée par deux entreprises privées américaines. Virgin Galactic, fondée par le milliardaire britannique Richard Branson, et Blue Origin de Jeff Bezos, patron d'Amazon. Dans les deux cas, pas de promenade prévue autour de la Terre, mais une propulsion à plusieurs kilomètres d'altitude pendant quelques minutes. L'objectif, frôler la ligne imaginaire marquant le début de l'espace, la ligne de Kármán, à 100 km. C'est là que le ciel s'assombrit et que la courbure de la Terre apparaît clairement. Chez Virgin Galactic, 6 passagers s'installeront à bord du Spaceship Two, attaché sous un avion porteur. Une fois largué à une altitude de 15 000 mètres, le vaisseau allumera sa fusée, direction le ciel. Là, les passagers flotteront en apesanteur plusieurs minutes, puis atterrissage sur le spatioport dans le désert de Mojave du Nouveau-Mexique. Prix du ticket, $250 000. Chez le concurrent, c'est le New Shepard, système ressemblant aux fusées traditionnelles qui transportera une capsule pour 6 passagers. Après le lancement, la capsule propulsée à Mach 3 continuera sa trajectoire pendant que la fusée redescendra sur Terre. Les passagers pourront se lever et profiter de la vue à travers les hublots quelques minutes, puis la capsule retombera à la verticale vers la Terre. SpaceX et Boeing envisagent de transporter des touristes pour amortir les investissements consacrés à la capsule de transport des astronautes de la NASA à partir de 2020. La société américaine Orion Span envisage une station spatiale pour des séjours touristiques à partir de 2022. On y va pour nos vacances Ah oui, volontiers, on ira, on va laisser la Terre en bas et puis on ira dans l'espace pour... le testament d'abord. Mais oui, pourquoi pas. Un mot de Zaro. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Alix, là, ça fait plaisir d'être avec vous, Alix. Il ne faut pas imaginer. Partagez. On va parler donc de la météo maintenant. Voilà, toujours on se demande, mais comment ils font les prévisions? Oui. Et je parle en connaissance de cause, hein, parce qu'on dit que les présentateurs météo sont les plus grands menteurs. Mais bon... Ce que je dénonce, je pense que c'est la vérité, c'est une science. Et nous avons le grand plaisir d'avoir une personnalité de ce milieu-là, de la météo, qui nous donne des informations au quotidien. Donc, avec qui on va parler dans quelques secondes seulement. C'est tout simplement M. Ferdinand Eclou, chef service prévision générale et météo marine de la Société d'exploitation de développement aéroportière aéronautique météo Sodexam. En clair, c'est ce qu'on appelle chaque fois inévitablement pour donner les prévisions météo, que ce soit à la radio, à la télé, partout. C'est le passage incontournable. Bonjour, M. Claude. Bonjour. Bonne année 2019. Merci. À quelle sauce météorologique serons-nous mangés en cette année 2019? En ce début d'année, oui. Oui, je pense que déjà, vous avez une idée. Voilà, avec le temps que nous avons actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on suit le temps. Oui, c'est vrai. Actuellement, nous sommes de plein pied et de plein fouet dans l'harmattan, mais qui va finir bientôt. Mais déjà, pourquoi les prévisions météorologiques, de manière générale? De manière générale, on pourrait dire les prévisions météorologiques, parce que chacun, à tout niveau, voudrait savoir le temps futur. C'est pour cela l'agriculteur, à son niveau, avant de jeter les grains, va se demander s'il va pleuvoir, parce qu'il ne souhaiterait pas qu'il y ait des séquences sèches ou bien des jours sans pluie pour éviter de perdre ses grains. Vous prenez par exemple le blanchisseur, avant de faire la lessive, il verra si après avoir lavé ses habits, il ne va pas avoir une pluie. Donc il y a tout ça. Vous prenez par exemple les grands travaux, avant de faire le coulage, le bitumage et autres, ils vont chercher à voir le temps qu'il fera. C'est à tous les niveaux, nous avons besoin de la prévision. Même vous, pour pouvoir venir tranquillement ici, vous avez dû consulter la météo pour voir si le temps est favorable pour que vous puissiez vous déplacer. Donc, c'est vraiment à tous les niveaux. Chacun de nous a besoin de la météo avant de commencer son activité. Monsieur Clou, petite question historique. En quelle année on a eu les premiers relevés météo dans notre pays, en Côte d'Ivoire? Les premiers relevés météo datent des années 1900. Donc, la première station était à Séguéla. Oui, non, 1900. 1900. Voilà, donc c'était les stations coloniales. Donc, ces stations, la première était à Séguéla. À Séguéla. Oui. Et c'était dans quelle optique? C'était à but agricole ou bien juste pour... Oui, bon, au départ même, la météorologie est venue un peu des marins.
Puisque vous voyez, la mer est un milieu vraiment hostile. Oui. Donc, les marins se retrouvant confrontés des fois à des tempêtes, et vous êtes vraiment seul au monde quand vous êtes en pleine mer. Donc, c'est eux qui ont commencé les premiers tracés de cartes. Donc, en traçant ce qu'on appelle des isobars. Par isobar, il faut voir un peu des lignes d'égale pression. Donc, c'est parti en fait de là. Et après, il y a eu le relais qui a été fortement... À Séguéla, là? Non. À la base, à l'historique, voilà, la je genèse. parlais en Parce qu'il fait n'y de a pas d'eau l'historique. là-bas. Oui, non, je parlais de l'historique. Ce sont les marins qui ont vraiment vulgarisé la météo, histoire de se protéger face aux intempéries en mer. Donc après, sur le continent aussi, on a commencé à faire des relevés météorologiques et autres. C'est pour cela l'une de nos premières stations était à Séguéla. Donc c'était les colons qui avaient besoin de certaines informations sur la température, etc. Donc, pour mieux nous contrôler à l'époque. Aussi, soit dit en passant. Parce que la météo aussi, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est une arme de guerre. Ah oui, il faut savoir les temps et les atmosphères. Oui, alors, bien pour sûr. se maintenir toujours dans cet esprit studieux, comment s'effectuent les prévisions météorologiques, pratiquement? Pour les prévisions météorologiques vont se dérouler, je dirais, en 4 étapes. Vous aurez la première étape qui va consister en l'observation. C'est-à-dire, cette observation, nous avons des stations météorologiques qui sont implantées un peu partout. Stations synoptiques. Voilà, des stations synoptiques. Donc, ces stations vont nous faire des relevés sur les températures, les pressions, les humidités et le vent. Mais il n'y a pas que ces stations-là. On aura aussi les images satellites. Donc, des satellites, des géostationnaires ou des satellites défilants vont nous donner des photos au niveau de l'atmosphère. Ça c'est une carte de prévision. Ce que vous voyez, ce sont des isobars. L'Afrique de l'Ouest. Voilà, par isobar, vous voyez, c'est des pressions, des lignes de pression. Donc, les prévisionnistes... C'est quoi une ligne de pression? Ça veut dire quoi? Bon, les lignes par ligne de pression, vous voyez, par exemple, quand je prends de l'autre côté, je vois 1026. C'est-à-dire la pression centrale là-bas a une valeur de 1026. Au niveau de la météorologie, on va parler de haute valeur. Donc ça sera ce qu'on appelle anticyclone. Par anticyclone, il faut voir une zone de haute pression. Donc cette pression, elle est vraiment élevée. Donc cela vous prouve que vous avez affaire à un anticyclone qui est localisé dans cette zone. Qui peut provoquer quoi? Voilà, la pluie, le résultante, soleil, la neige, quoi? Pour les anticyclones, au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest, nous serons gérés par 2 anticyclones. Il y a un, comme ce que vous voyez sur l'image, qui est l'anticyclone des Açores, et un autre qu'on va appeler, qui est l'anticyclone de Sainte-Hélène. Donc, en fonction des mouvements du Soleil, bon, c'est vrai que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais grosso modo, on pourra dire que quand le Soleil va dans l'hémisphère sud, il migre avec les saisons. Donc, quand il remonte dans l'hémisphère nord, il va migrer encore avec les saisons. Donc, ça sera ce conflit-là entre ces anticyclones qui vont déterminer les saisons au niveau de la Côte d'Ivoire. Par exemple, pour cette image, ce que vous voyez là-bas, c'est des sorties de modèles. Donc, les sorties de modèles vont nous donner, grosso modo, la circulation des vents à ce qu'on appelle des points de grille. En fait, c'est un peu des points imaginaires où on va faire des extrapolations concernant les relevés météorologiques qui ont été effectués pour les insérer dans ces calculateurs. Donc, ça va m'amener... Bon, j'ai parlé un peu de l'observation qui était la première étape. Donc, la seconde étape, ça sera un peu l'assimilation des données. Qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons ce qu'on appelle des modèles météorologiques. Par modèle météorologique, il faut voir tout simplement un système informatique. Ça veut dire une application informatique extrêmement poussée pour pouvoir nous faire des calculs en un temps record. Avec des supercalculateurs. Voilà. Donc, ça nous amène un peu à parler des supercalculateurs. Oui, ça marche. Toujours? Oui, toujours. En fait, lorsque vous avez, par exemple, le supercalculateur qui va ingérer toutes ces données, il va nous faire sortir après ces données qu'on va regarder, grosso modo, qu'on appellera une prévision numérique. Parce que ça sera un peu chiffré avec des cartes, tout ça, qui vont sortir. Donc, ces cartes vont être analysées et interprétées par le prévisionniste. Est-ce que la Côte d'Ivoire a un supercalculateur? Oui, la Côte d'Ivoire a un supercalculateur. On a un supercalculateur du côté de l'université d'Abidjan. Donc, il y a un supercalculateur. Donc, quand vous avez, par exemple, des informations, vous pouvez les ingérer dans ce calculateur-là et voir par la suite les informations qui vous sont données par ce supercalculateur. Mais ça peut donner le temps de plusieurs jours d'affilée, hein? Oui, bien sûr, parce qu'au niveau de la météorologie, il y a toujours ce compromis entre l'espace et le temps. Parce que si vous voulez...
ce n'est pas tous les phénomènes que vous pouvez capter lorsque, par exemple, ces phénomènes sont très petits. C'est pour cela la prévision, elle est beaucoup plus juste lorsque l'échéance est proche. Puis, lorsque les échéances sont vraiment lointaines, c'est-à-dire en ce moment-là, des biais peuvent se glisser dans la prévision. Sinon, si vous demandez une prévision à un jour d'échéance, c'est beaucoup plus précis que demander la prévision pour une semaine après. Donc, c'est ce qui fait un peu la difficulté au niveau des prévisions. Alors, pourquoi des fois ça ne marche pas? Parce qu'on a vu, on s'en souvient encore de nos pluies diluviennes de juin de l'année dernière. Comment peut-on prévoir ce qui va arriver? Non, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Je dis, il faut voir toujours l'espace. Concernant les grosses précipitations, déjà à partir du mois de mars, la Sodexam avait annoncé que nous aurons de grosses précipitations en cette année. Donc, nous pouvons le dire pourquoi? Parce que nous avons des données de prévision qu'on va appeler des données de prévision saisonnières. Donc, ces modèles-là vont nous stimuler le temps qu'il va faire des mois en avance. Donc, c'est pour cela on était, je dirais, à l'aise de dire que cette année, nous aurons de grosses précipitations. D'accord. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Et à chaque fois, nous donnons des bulletins quotidiens. Donc, ces bulletins-là ont pour but de vous donner encore la dernière information que nous pouvons avoir concernant les sorties de modèles, concernant l'analyse aussi des images satellites et autres. Donc, en un mot, lorsqu'une prévision est donnée, nous ne nous arrêtons pas. Il y a toujours ce qu'on appelle la mise à jour. Vous creusez encore. Voilà. Parce que l'atmosphère évolue, il ne s'arrête pas. Donc, les nouvelles informations que nos satellites, les stations météorologiques vont relever, on va les ingérer à nouveau dans ces supercalculateurs pour pouvoir avoir... Il nous reste 3 minutes, on va profiter. Monsieur Iklou, dites-nous, est-ce que le temps au sud du Sahara, dans l'hémisphère sud, est difficilement maîtrisable par rapport au temps dans l'hémisphère nord? Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fonction de votre position géographique, vous serez affecté par certains phénomènes météorologiques. Lorsque vous prenez les régions tempérées, ces régions sont intéressées par ce qu'on appelle des systèmes frontaux. Donc, vous avez là-bas des fronts froids, des fronts chauds. Et quand ces fronts-là vont se mélanger, on va parler de front occlus. Ce n'est pas la même chose. C'est comme quand vous prenez un cyclone. La Côte d'Ivoire n'est pas affectée par des cyclones. Cela est lié à notre position géographique. Donc, ces cyclones vont le plus souvent naître au niveau des côtes sénégalaises et aller vers les côtes américaines. Mais la Côte d'Ivoire n'a rien à craindre. Ce que nous avons pour les régions équatoriales, c'est ce qu'on appelle la convection diurne. C'est-à-dire, par convection diurne, il faut voir un peu ce qui se passe dans une marmite lorsque vous avez une marmite au feu avec de l'eau à l'intérieur. Une fois qu'on chauffe la marmite, vous avez des bulles qui vont commencer à se former et en ouvrant, vous voyez la vapeur. C'est le même processus qui va se passer au niveau de notre atmosphère. Lorsque le soleil va chauffer la Terre, on va avoir la vapeur d'eau qui va se condenser. Donc cette vapeur va monter dans le ciel. Et quand les rayons, les gouttelettes vont avoir un rayon suffisamment grand, elles vont précipiter. Voilà. Donc c'est un peu c'est ce qu'on a comme type de précipitation chez nous. Et les précipitations chez nous seront gérées par les flux de mousson et les flux d'harmattan. C'est-à-dire, c'est deux types de vents de caractéristiques vraiment différentes, puisque les flux d'harmattan seront des flux qui seront secs et les flux de mousson seront des flux humides. Donc, ces deux flux vont s'affronter. Et au niveau de cette ligne imaginaire où ces deux flux s'affrontent, on parle de front intertropical. Le FIT. Voilà, le FIT. Donc, au sud du FIT, c'est là que nous avons les précipitations. Au nord du FIT, on n'a pas de précipitations. Et ce qui fait qu'au niveau du Sahel, lorsque le FIT est sur nous, il n'y a pas de précipitations. Et sur nous, nous avons des précipitations. On aurait tant à dire, parler notamment de la couche d'ozone et puis des répercussions aussi sur la destruction justement de cette couche d'ozone-là sur le temps. Mais bon, on a terminé, on se reverra, pourquoi pas la prochaine fois, avec beaucoup de plaisir.